90 maisons en cours de destruction jusqu'à vendredi sur le Mont Baduel. La deuxième phase de démolition a donc démarré ce matin après plusieurs mois de travail par les autorités, mais sans attendre de décision de justice. Nous en parlerons dans ce journal. Une journée pour faire le tour des possibilités de formation et préparer son avenir. Les élèves du lycée professionnel Raymond Tarcy à Saint-Laurent ont eu droit à un forum des métiers hier. 35 stands à disposition de plus de 700 futurs actifs. Et puis travailler la terre pour la rendre plus fertile, c'est l'initiative d'une association de l'Ouest. Le projet de jardin expérimental basé sur la pratique de la terre noire prend forme. Objectif, inciter à produire et consommer local. Bonsoir à tous. Après plusieurs mois de préparation, les démolitions ont repris dès 5 h ce matin sur le Mont Baduel. 93 habitations situées dans une zone estimée à risque d'éboulement seront détruites dans les 3 prochains jours. 75% ont été évacués ce matin avec le concours des forces de l'ordre et de l'huissier. Jonathan Lariot. Devant cette image, la tension est palpable. Cette maison est une des premières du Mont Baduel à être détruite. Les habitants, immobiles, n'ont d'autre choix que de regarder leur maison être mise à terre. Moi, j'ai passé toute mon enfance ici. Ça fait mal, vous voulez que je vous dise quoi? C'est mal parce qu'ils vont détruire toute une famille. Il y a plusieurs familles, il y a des gens qui sont âgés. Ils sont à peu près 73 ans. Ma mère, elle travaille même plus. Elle va aller où? Très tôt ce matin, près de 120 policiers ont investi un des quartiers du Mont Baduel. Très vite, les habitants sont sommés de déménager. À bout de bras, en brouette ou en camion, chacun fait comme il peut. Nous pas gagner tout ça, nous tirons comme ça, et nous payons impôts, nous payons carte foncière, nous payons de l'eau, nous payons l'électricité. Là, nous finissons pour qu'elle la crase comme ça, pour la que nous la comme ça, c'est pas possible. Pour certains habitants, ces habitations représentent une vie entière de labeur. Je suis 28 ans. On est venu, on a ouvert toute la porte, tout ça, moi, il a mis dans Monica. Les gens qui sont habités là, ce n'est pas des chiens. Même les chiens qui sont dans la rue, tu vois, quand ils traînent dans la rue, il n'y a pas de propriétaires, la mairie a mis quelqu'un pour les ramasser, pour mettre dans un foyer. Mais les gens qui sont habités, ce n'est pas des chiens. Ils cassent la maison des gens et pourtant, ils ne voulaient pas donner les gens des maisons pour qu'ils puissent habiter. Sous une tente à l'entrée de la zone de démolition, un personnel aidant accueille les personnes n'ayant pas où aller. Sur les 90 familles ciblées par les destructions aujourd'hui, seuls 10 ont demandé de l'aide. Il y a beaucoup de personnes qui se sont relogées par leurs propres moyens, chez leurs parents, chez des amis. Et nous occupons du camp restant pour lequel nous travaillons. Il y a des relogements provisoires à l'hôtel. Et puis ensuite, il y a aussi des choses qui seront faites, des opérations déjà existantes avec les bailleurs sociaux. Le Mont Baduel, c'est un total de plus de 400 familles. L'opération est prévue pour une durée de 3 jours. Mais après le défi de la destruction, reste le relogement. On a plusieurs catégories de personnes, des personnes qui ont des permis de construire déposés, qui sont en règle, et donc on évacue par le biais d'une expropriation, on rachète leur maison. Ensuite, on a des familles qui sont éligibles à la loi de Letchimy, c'est-à-dire qui a été installée bien avant 1991, et d'autres personnes qui n'ont pas de droit ni titre, qui n'ont pas pris le soin de se signaler auprès des services depuis plusieurs mois. Et donc, il faut faire face aux situations humaines. Mais on a une tente sociale qui est là pour les héberger ce soir. Demain, l'opération continuera et ce jusqu'à la destruction totale des habitations. Détruire pour sécuriser, une décision lourde de conséquences. L'histoire des familles du Mont Baduel touche à sa fin. Et l'avocat des habitants du Mont Baduel, maître Émile Thieffou, est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu, l'État passe à l'action alors même qu'une action en justice a été initiée par quelques familles du Mont Baduel que vous représentez. On rappelle que ces démolitions font suite à une étude menée par un organisme d'État qui situe donc ces habitants du Mont Baduel sur une zone à fort risque de glissement de terrain. Mais les familles, par votre intermédiaire, souhaitent une contre-expertise et c'est à ce moment que les choses se gâtent. Oui, madame, c'est ça la complexité de ce dossier. Moi, je ne sais pas si les autorités préfectorales, lorsqu'ils parlent, sont sûrs de ce dont ils parlent. Puisque la question que je me pose est celle-ci. Est-ce qu'on est bien dans le cadre d'un risque qui aurait été mis en avant par cette expertise, ou en tout cas cet avis qui a été donné par le BRGM, ou bien on est dans le cadre d'une opération d'aménagement qui font partie des personnes qui sont dans des zones qu'on veut occuper, qu'on veut aménager différemment. C'est toute la problématique. Puisque là, on nous dit, le BRGM a rendu un avis, et nous avions, et comme vous venez de l'indiquer, nous avons sollicité un avis contraire d'un sachant, de quelqu'un qui est venu, d'un expert, d'un géologue qui est venu
de Nancy qui nous a dit non, l'expertise qui a été faite, ou j'appelle expertise entre guillemets, qui a été faite par le PRGM ne correspond à rien et les conclusions auxquelles elle aboutit ne sont pas scientifiquement fondées. C'est la raison pour laquelle nous on avait sollicité une expertise judiciaire qui permettrait aux uns et aux autres de développer leurs moyens scientifiques pour qu'on sache ce qu'il en est. Alors, c'est en cela que ce dossier est particulier. On ne sait pas trop si c'est le risque qu'on met en avant, ou s'il y a une opération d'aménagement, comme je venais de l'indiquer tout à l'heure. Donc, de sorte que j'ai l'impression qu'on ne sait pas sur quel pied danse exactement. Donc vous estimez qu'il y a un flou dans les intentions de l'État sur ce dossier? Absolument. Il y a un flou dans les intentions de l'État. J'en parle avec d'autant plus de conviction que l'expertise, comme je l'indiquais, que nous avons sollicitée, ne nous a pas été accordée. Nous avons saisi le Conseil d'État. Malheureusement, le temps judiciaire étant ce qu'il est, on n'a pas encore la décision. Et je m'étonne de la précipitation avec laquelle le préfet met en œuvre sa décision. On est face à une situation dans laquelle on vous dit il y a des gens qui vont habiter dans leur famille et puis d'autres, il y a je ne sais pas une tente. J'ai dit est-ce que humainement on peut gérer une situation de ce type, de cette manière-là? On a donc une expertise qui est demandée, un juge entre-temps qui est récusé dans la procédure. Aucune, en tout cas l'action de l'État qui se poursuit, alors que vous-même, vous saisissez le Conseil d'État. Alors sans attendre les conclusions, pourtant, les démolitions ont bien repris aujourd'hui et pourtant tout cela reste légal. Alors pourquoi remettre en cause, en question, l'action de l'État aujourd'hui? Non, je ne sais pas si l'action de l'État est légale, parce que toute la problématique est celle-ci. Oui, lorsque l'autorité préfectorale prend une décision, elle est exécutoire. Mais toute la difficulté pour nous est celle-ci. Le juge qui est intervenu dans cette affaire, nous on l'a recusé. Alors, bizarrement, et ça étonne tout le monde au niveau du Conseil d'État, en tout cas au niveau des avocats au Conseil, dit mais c'est quoi cette logique dans laquelle la personne qui est récusée décide ou pas de la pertinence de la récusation? Donc là, je ne sais pas. C'est cette même personne qui décide ensuite. Oui, c'est cette même personne en fait qui donne tout pouvoir au préfet de faire ce qu'il veut. Donc c'est ça toute la difficulté dans ce dossier. Donc moi je veux bien, lorsqu'on s'attaque à des gens aussi pauvres, que on comprenne dans un premier temps que l'action de l'État n'a de sens que si véritablement le sentiment de la légalité est partagé par les destinataires de cette action. Or, lorsque vous entendez un certain nombre de personnes en parler avec parce que des larmes dans les yeux, vous dites qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc il faut éviter que par la suite, ces personnes ne développent un sentiment d'injustice qui peut entraîner peut-être des dérives. Et les autorités quand même vous répondront qu'elles ont mis du temps. Elles ont annoncé au fur et à mesure, au fil des semaines, au fil des mois qu'il y aurait ces démolitions. Et puis les gens avaient eu un peu de temps d'ailleurs supplémentaire cette semaine pour se préparer également. C'est aussi quelque chose qu'on peut vous rétorquer. Non, ce serait une plaisanterie. On ne peut pas me rétorquer ça parce qu'il faut savoir que lorsqu'on décide comme ça de mettre les gens dehors, on doit structurer des mécanismes de relogement. On doit les mettre quelque part. Il ne suffit pas de dire aux gens on viendra dans 6 mois sans qu'on puisse organiser véritablement les conditions de relogement de ces personnes. On sait très bien la précarité dans laquelle ces gens vivent. Donc moi j'ai le sentiment que quelque part c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et c'est ça la réalité. Donc qu'on n'habille pas ce que je crois, de ma part en tout cas, être une opération infondée par une sorte de discours plus ou moins de légalité qui, à mes yeux, ne tient pas la route. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, les délais juridiques étant ce qu'ils sont, le Conseil d'État tombera, la décision en tout cas tombera certainement plus tard, voire carrément après la totalité de cette action de la préfecture ici, en rappelant quand même que 400 foyers sont concernés. Alors à quoi s'attendre? Est-ce que le Conseil d'État peut décider simplement d'un non-lieu? Il n'y a plus d'objet, donc il n'y a plus d'affaires, ou alors peut-être des dédommagements pour avoir causé... Non, mais j'ai l'impression qu'on est qu'au début de cette affaire. Parce qu'en toute hypothèse, lorsque je lis, j'ai devant les yeux la fameuse loi du 23 juin 2011 sur les dispositions relatives aux quartiers d'habitants informels, notamment en Guyane. Il est indiqué que lorsqu'il y a une réalisation d'une opération, on doit prévoir notamment des mécanismes d'indemnisation. Donc vous pensez bien que les avocats qui sont, je ne serai pas seul parce qu'il y a un certain nombre de jeunes avocats sur la place qui commencent un peu à s'intéresser à ces dossiers, on va se battre. On va se battre parce que nous... Même si les autorités assurent que personne ne sera à la rue. Oui, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Vous pensez bien... Prenons date. D'accord. Dans 3 mois, allez rechercher les personnes qui étaient là. Et vous faites un reportage et vous verrez ce qu'il en est exactement. Parce que lorsque j'entends peut-être le DIRCAB dire que tout est acquis, que tout est bien organisé,
je dis chiche, voyons ce qu'il en sera dans 3 mois. Alors quelle sera maintenant la démarche de ces habitants qui ont fait appel à vos services? Est-ce qu'ils vont se mobiliser avec vous? Et puis quelle sera votre démarche? Ma démarche, elle est la suivante. D'une part, nous allons, dès demain, je vais entrer en contact avec l'avocat au Conseil d'État avec lequel nous travaillons. Nous allons voir quelle suite donner à la procédure que nous avons déjà engagée. Et dans le même temps, la problématique sera de s'organiser pour que, au titre de l'indemnisation, on puisse savoir exactement comment on va s'organiser. Parce que 90 familles dans la rue, ces familles doivent être soutenues, doivent être juridiquement défendues. C'est parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un état de droit, ces personnes n'aient pas quelques portes à frapper ou frapper. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il n'y a aucune difficulté juridiquement. Il y a des choses à faire et nous allons le faire. Nous allons engager des actions, mais toute la difficulté, c'est de savoir devant qui nous l'engageons en raison de ce problème de récusation dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Tchefou, d'avoir répondu à nos questions. Nous allons malheureusement devoir clôturer et là-dessus, et nous suivrons bien sûr cette affaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. On poursuit avec la problématique du foncier évoquée par Gabriel Serville à l'Assemblée nationale hier. Il a rappelé que 90% des terres relèvent toujours du domaine privé de l'État, aujourd'hui encore en Guyane. Le député réclame des assises sur la question. Il a interpellé le secrétaire d'État au budget. Écoutez. Pas un jour ne passe sans que les élus ne soient sollicités sur des dossiers illustrant un profond sentiment de ras-le-bol généralisé face à un cadre normatif et une gestion inadaptée aux réalités géographiques et sociales guyanaises. Des avancées avaient pourtant été obtenues sur le projet de loi égalité réelle avant que le Sénat ne décide de faire marche arrière. Vraiment, je m'en désole, d'autant plus que les 100 000 hectares transférés aux collectivités dans le pacte d'avenir, qui à ce jour n'est toujours pas signé, sont loin d'être la solution pérenne. Aujourd'hui, je réclame au bénéfice de la Guyane la tenue des assises du foncier afin de rétablir la justice. Aussi, Monsieur le ministre, je vous remercie de nous éclairer sur la volonté et la capacité du gouvernement à nous accompagner sur ce projet. L'un de vos collègues parlementaires a l'habitude de dire « dans une seule commune de Guyane, il y en a 22, on peut loger à la fois la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et il reste de la place ». C'est dire l'acuité du problème que vous soulevez. Le gouvernement n'est pas resté inactif, même s'il reste du chemin à parcourir. Il reste un certain nombre de problèmes de transfert de foncier à régler, ceux que vous avez soulevés. Vous m'avez posé une question précise et ma réponse est claire. Oui, je suis prêt, avec vous, avec les parlementaires de Guyane et les représentants de la collectivité territoriale de Guyane, à examiner les problèmes, les difficultés opérationnelles qui pourraient subsister et je m'engage à le faire, à convenir avec vous, dans un délai d'1 mois maximum. La mauvaise gestion de la douane en charge des façades maritimes Antilles-Guyane épinglée par la Cour des comptes. Plusieurs millions d'argent public auraient été engloutis dans le renouvellement de la flotte navale et aérienne de la douane selon les sages. 3 bateaux ont ainsi été commandés et financés mais sans aucune utilité. Un gaspillage estimé à plus de 2 millions d'euros. Éric Dupuis à Tisparan. Cette fois-ci, ce sont les services de la douane qui sont dans le viseur de la Cour des comptes. Les magistrats de la rue Cambon ont mené une enquête de 18 mois pour se rendre compte que des difficultés sont apparues dans la gestion d'achat d'équipements destinés au service des Antilles et de la Guyane. Difficulté telle que 5 à 6 ans après l'acquisition des premiers équipements et des premiers avions, eh bien, les équipements de surveillance aéromaritime et de surveillance de la pollution maritime sont toujours, à vrai dire, pas opérationnels et il n'est pas sûr que pour certains d'entre eux, ils puissent jamais le devenir. C'est notamment le cas par exemple de 2 vedettes de surveillance rapide qui n'ont jamais pu être utilisées car l'ajout du matériel demandé par les services locaux ont alourdi les navires. Les équipements ont été rapatriés de l'outre-mer à la métropole et ils sont placés dans des hangars où ils attendent, peut-être de manière un peu vaine, des acquéreurs. Coût de l'opération, 1 680 000 €, auquel il faut ajouter 780 000 € pour acheter les navettes de substitution. D'après la Cour, cette gabegie est due en partie à la mauvaise coordination entre les services centraux de Paris et ceux régionaux des Antilles-Guyane, mais pas seulement. Cette administration, en réalité, n'a pas les capacités à mener à bien seule
une politique d'acquisition d'équipements tout à fait sophistiqués. La Direction nationale des douanes n'a pas souhaité s'exprimer. D'après le rapport, près de 2 millions d'euros ont été gaspillés pour les douanes des Antilles et de la Guyane. En plus des 2 vedettes, un bateau a été commandé aux États-Unis en 2010. Payé presque en totalité, il n'a jamais été livré. En bref, après un long combat et de nombreuses démarches infructueuses, l'octroi de mer sera finalement rétrocédé aux municipalités de Guyane. C'est Georges Patient et Chantal Berthelot qui ont réussi à insérer la mesure lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi égalité Outre-mer lundi. 27 millions d'euros qui seront reversés en 3 ans par le biais de la collectivité territoriale. Nous y reviendrons. Il faut le temps de construire le réseau, mais vous aurez, je pense, un service qui sera beaucoup plus concurrentiel qu'il ne l'est aujourd'hui. La phrase est signée Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, société qui gère l'opérateur téléphonique Free. Mot prononcé lors de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Maxime Lombardini a d'ailleurs annoncé l'arrivée prochaine de l'opérateur à La Réunion ainsi qu'à Mayotte. La Guyane et les Antilles devront, quant à elles, patienter encore un peu. Je vous le disais en titre, un forum des métiers et formations s'est tenu hier au lycée Raymond Tarsier à Saint-Laurent. 35 stands, 150 exposants ont été mis à disposition des élèves pour présenter des emplois et formations aussi bien en Guyane qu'aux Antilles. Occasion pour les élèves de trouver leur voie professionnelle et donc de préparer l'après-lycée. Un enjeu de taille pour ces jeunes en pleine période d'admission post-bac. Ils étaient 700 à y participer. On écoute quelques réactions captées pour nous par Elsa Gonzalez. Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Une question que beaucoup de lycéens se posent, notamment en cette période d'inscription post-bac. Pour cette jeune fille en terminale économique et sociale au lycée Berthène-Juminaire, un forum comme celui-ci lui permet de confirmer ses vœux pour l'année prochaine. C'est par le centre des pompiers qu'elle termine son tour. À peu près 3. Oui, un DUT carrière sociale, sapeur-pompier et le RECEMA, je crois. Je voudrais faire un DUT carrière sociale, tout ce qui s'agit dans la sociale, c'est-à-dire aide aux personnes. Pour d'autres élèves, c'est découverte et collecte d'informations. De la gendarmerie à l'université de Guyane, en passant par les BTS, chacun peut trouver ce qui lui correspond. C'est le cas d'Emeric qui semble plutôt intéressé par une filière audiovisuelle. J'aime bien jouer avec les caméras, et le son, écouter de la musique, et savoir comment ça marche. Comme je suis anesthésiste, ça pourrait être un plus pour moi parce que j'aurais, j'aurais déjà des informations, je serais déjà bien pour le métier. Un BTS audiovisuel proposé par le lycée polyvalent Pointe-Noire. Venu spécialement de Guadeloupe, cet établissement offre aux jeunes Guyanais la possibilité de se former au métier de l'audiovisuel. Une formation qui répond à une absence de filière dans ce domaine sur le territoire. Nous sommes venus leur dire que s'ils viennent chez nous, ils seront hébergés pendant le temps de leur formation, qu'ils peuvent faire via les autres sociétés de Guyane des stages en Guyane. Nous sommes venus donc apporter ce message aux jeunes Guyanais en attendant qu'un jour la Guyane ait son propre BTS audiovisuel. Il reste un peu plus d'un mois à tous les élèves de terminale pour décider de leur avenir professionnel et faire leurs vœux post-bac. Pour retrouver toutes les formations disponibles en Guyane, rendez-vous sur le portail Takari, plateforme informatique créée et mise en place par la CTG. Le projet de loi égalité réelle outre-mer devrait être adopté demain et souvenez-vous, un amendement avait été introduit dans le texte par le sénateur Antoine Karam pour l'instauration d'un permis de chasse en Guyane, une nouvelle procédure qui suscite aussi du mécontentement de la part de certains. C'est le cas de ce chasseur guyanais. Il déplore une contrainte pour ceux qui, comme lui, chassent pour le plaisir. Il a d'ailleurs exposé son point de vue au sénateur ce matin. On l'écoute. On ne peut pas accepter ce genre de trucs-là, c'est pas possible. Parce que la chasse, ça fait partie du foncier. Et le foncier en lui-même, on a très mal déjà. On a très mal à obtenir du foncier en Guyane, les Guyanais, chez eux. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que le permis de chasse, ça va entraîner la fermeture des petits et personnes qui vont chercher à manger. À partir du moment qu'on pose un permis de chasse, il y a des gens qui ont de l'argent. Quand la chasse est ouverte, ils viendront ici, ils vont louer des hectares et des hectares de terre pour faire la chasse, faire du safari. Et les Guyanais n'auront pas la place pour y aller. Et déjà, on est contraint à un petit bout de terre sur notre territoire. On ne peut pas accepter ça.
C'est si simple que ça. C'est grave. Parce que là, la personne ne pourra plus aller chercher à manger, il ne pourra plus rien faire. Parce que le gars, il a loué. Et la location de territoire pour chasser, ça comme ça à minimum 60 000 €. Je vois mal un petit Guyanais indien, un petit Guyanais créole et Bouchneg et autres avoir 60 000 € pour payer par an. Et ça va au-delà. Parce que le gars, imaginez par exemple, il prend tout Rouraco. Et il pourra payer 200 000 € par année. L'État ne va pas cracher dessus. Parce que c'est leur système. Il va payer et puis nous, on n'aura pas la possibilité d'y aller là. Donc il y a un tas de facteurs dans cette affaire. Et demain, quand on va revendiquer pour dire « Ah oui, mais c'est pas bon », il dira « Mais nous, on ne vous a rien demandé. Ce sont vos élus qui sont venus nous ramener ça. » On s'intéresse à présent à cette initiative d'une association saint-laurentaise, créer le premier jardin expérimental basé sur la pratique de la terra preta, technique de la terre noire enrichie en éléments naturels recyclés pour accroître la fertilité des sols. La première étape d'un long processus a démarré dimanche matin. Objectif pour les bénévoles de l'association Colibri, inciter la population et les agriculteurs à consommer responsable. Elsa Gonzalez. À coups de pelle, de pioche et de râteau, pour la première étape du jardin, on creuse et on répartit la terre afin d'y disposer les différents matériaux récupérés plus tôt dans la semaine. Alors on va ensevelir, il y a notamment des grosses souches de bois un peu travaillées déjà par les termites qu'on va mettre en sous-sol, donc des choses qu'on va mettre en profondeur, le charbon aussi en partie, et toute une partie des autres éléments qu'on va mettre en surface, en paillis, dont le but est de protéger en fait les racines des plantes du soleil qui les échauffe pour leur faire un milieu où les champignons, les bactéries vont proliférer, qui est profitable à la vie des racines. Plusieurs buts témoins sont façonnés afin de constater de leur efficacité ou non. Ce sol formé par l'homme s'appelle la terra preta, un sol très fertile qui a la capacité de se régénérer tout seul et très vite. On retrouve des traces de ces sols datant de moins 800 et 500, à l'époque précolombienne sur les territoires d'Amazonie principalement. Ce jardin est à vocation publique pour que chacun puisse constater et s'approprier cette technique. Initié par l'association Colibri, l'objectif est de replacer le local au centre des actions publiques et d'apporter une autre démarche quant à l'agriculture d'aujourd'hui. Là, c'est aussi dans des buts d'autonomie alimentaire, des choses dont on parle beaucoup, de production locale. Donc c'est aussi un peu un des buts de l'association Colibri, c'est d'essayer de créer localement et d'utiliser avec ce qu'on a. Donc oui, là le but c'est d'avoir une terre qui s'enrichit un petit peu d'elle-même et qu'on n'a pas besoin de retravailler, parce qu'en fait aujourd'hui l'agriculture elle est très destructrice, c'est-à-dire que avec les pesticides, avec le retournement de la terre, etc., on a tendance à détruire les terres arables aujourd'hui plutôt que d'en créer. En partenariat avec la Procep, ce sont des jeunes qui auront en gestion l'entretien de ce jardin. Rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine étape de comparaison et de plantation. Avant de se quitter, sachez qu'Air France fête ses 70 ans en Guyane et pour l'occasion, la compagnie a organisé un événement à l'aéroport Félix Éboué cet après-midi. Événement auquel Miss France Alicia Elès est venue participer. On l'écoute sur le tarmac. Ils sont très agréables, j'ai dormi quasiment tout le long et franchement ça change. Vraiment, j'aurais dû prendre une photo pour vous montrer. Je suis là pour une nuit, donc c'est vraiment un aller-retour. Et donc justement, un aller-retour dans des sièges confortables comme ça, on est reposé quand on arrive? Oui, on est très reposé quand on arrive, je ne peux pas me plaindre. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Plus de 90 maisons en cours de destruction jusqu'à vendredi sur le mont Baduel. La deuxième phase de démolition a démarré ce matin après plusieurs mois de préparation par les autorités, mais sans attendre des décisions de justice. Une journée pour faire le tour des possibilités en formation et préparer son avenir. Les élèves du lycée professionnel Raymond Tarcy à Saint-Laurent ont eu droit à un forum des métiers hier. 35 stands à disposition de plus de 700 futurs actifs. Et puis travailler la terre pour la rendre plus fertile, c'est l'initiative d'une association de l'Ouest. Le projet de jardin expérimental basé sur la pratique de la terre noire prend forme. Objectif, inciter à produire et consommer local. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, le journal de TF1, puis vos programmes se poursuivent sur votre antenne à Télé Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.